Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de français. Je suis Monsieur Marchand et dans cette vidéo je vais continuer le travail que j'avais entamé dans la précédente, à savoir le travail de préparation du CESS de français pour vous entraîner dans le but de réussir votre examen externe de français, votre examen qu'on appelle le CESS. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué la consigne du CESS, j'avais décortiqué cette consigne ainsi que la grille d'évaluation. J'avais expliqué également le poids que cet examen avait dans la réussite du cours de français et j'avais donné des éléments de méthode pour le réussir au mieux. Et j'avais annoncé qu'une autre vidéo viendrait dans laquelle je m'attaquerai à un exemple précis de CESS, que j'allais rédiger la production qui est demandée lors du CESS, à savoir un avis argumenté en réaction à une opinion, c'est-à-dire un courrier de lecteur. Alors je rappelle que nous travaillons ici sur le CESS de l'année 2019 et qu'il s'agit du CESS qualifiant, c'est-à-dire technique de qualification et professionnel, même si la consigne est la même pour les élèves de l'enseignement général et de l'enseignement technique de transition. C'est simplement que les documents ne sont pas les mêmes. Alors, on va s'y mettre directement. Nous avons deux documents qui sont des genres d'articles. Ici, on a un dialogue et l'autre est un document de nature plus standard. La première chose à faire, évidemment, c'est de lire les documents. Et je rappelle que ces documents sont des documents qui sont plutôt des documents argumentatifs, c'est-à-dire que dans les documents qui vous sont proposés, vous trouverez des opinions et vous trouverez des arguments. Et la première chose à faire, c'est donc de lire les documents et de comprendre les thèses et les arguments utilisés par les documents. Pourquoi? Eh bien parce que si je reprends la consigne du CESS, on est dans la production d'un avis argumenté en réaction à une opinion. Or, pour réagir à une opinion, la première chose à faire, c'est de comprendre l'opinion à laquelle on réagit. Donc je vous encourage à vraiment consacrer du temps et de l'énergie au fait de bien comprendre quelle est l'opinion des documents auxquels on vous demande de réagir. Alors en l'occurrence ici, cette année-là, il y avait deux documents. Le premier était un document simplement pour informer les élèves sur le sujet, à savoir la viande in vitro, qui est un sujet assez obscur. Donc c'est un document vraiment utilitaire pour donner des informations factuelles, je dirais, même si on verra qu'il est quand même, et qu'il regorge d'arguments. Alors que le deuxième, c'est vraiment le texte auquel on demandait aux élèves de réagir. C'est donc un peu le texte central de l'examen, là où l'autre, le premier, était là pour aider les élèves à s'informer sur le sujet. Je vous propose qu'on commence cette lecture. Donc la viande in vitro, bientôt produite à plein régime. Bell, société Bell, proposera bientôt de la viande in vitro dans les assiettes suisses. La société Mosamite, leader mondial dans la production de viande synthétique, vient de passer un accord avec la société de transformation de produits carnés Bell. Cette dernière, qui est un des principaux transformateurs européens de viande, vient d'acquérir une participation dans la start-up néerlandaise Mosamite à hauteur de 2 millions d'euros. Mosamite a développé une technique qui permet de créer de la viande de bœuf directement en laboratoire à partir de cellules animales. Aucune chair animale n'est utilisée dans le processus, seul un échantillon de cellules du muscle de l'animal est nécessaire au processus. En prélevant un seul échantillon de cellules, qui sont ensuite placées dans un milieu riche en nutriments et en facteurs de croissance produits naturellement, il est possible de produire 800 millions de crins de tissu musculaire qui correspondent à 9000 kg de viande. Ok, donc ici on a un paragraphe d'introduction et surtout un paragraphe explicatif qui nous explique vraiment ce que c'est que la viande in vitro. Pour résumer, la viande in vitro c'est quoi? C'est une méthode de production alimentaire, de production de viande, qui est, je pense, assez novatrice. En tout cas, il n'y avait rien précédemment qui ressemblait à ma connaissance. Et donc c'est une méthode dans laquelle on fait un prélèvement cellulaire sur un animal, on a un échantillon de cellules animales, et on va placer ces cellules dans un
dans un environnement de croissance, hein, un petit peu, je pense qu'on peut faire une comparaison avec ce qu'on appelle une boîte de pétri, qu'on utilise pour les prélèvements plutôt à portée médicale. Et donc on va placer ces cellules dans un environnement de croissance et en laissant ces cellules se multiplier et en leur donnant des nutriments et des facteurs de croissance, quoi que ça veuille dire, on va obtenir au final une grande quantité de tissu musculaire, une grande quantité de masse de cellules animales, ce qui en fait correspond à de la viande. La viande cultivée est identique à la viande obtenue de manière traditionnelle, ainsi on ne distingue pas au microscope la différence entre de la viande de bœuf, de porc et de poulet, explique Bell et Mozami dans un communiqué commun. Alors cette phrase-ci, elle est très bizarre parce qu'en fait, elle ne dit pas ce qu'elle dit. Évidemment, c'est pas que on distingue pas au microscope la différence entre de la viande de bœuf, de porc et de poulet, parce que évidemment, ça n'a rien à voir de la viande de bœuf, de porc et de poulet. Je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est on ne fait pas la différence entre de la viande de bœuf produite naturellement et in vitro, de la viande de porc produite naturellement et in vitro, et de la viande de poulet produite naturellement et in vitro. En d'autres termes, la viande produite de façon in vitro, selon cette nouvelle technologie, est identique en fait, ressemble à s'y méprendre à de la viande obtenue par procédé traditionnel, c'est-à-dire sur la carcasse d'un animal, si bien qu'on ne fait pas la différence au microscope. Le processus biologique est identique à celui de la production d'élevage traditionnel, mais les cellules croissent en dehors du corps de l'animal. Alors en fait, ici, c'est déjà un argument qui est utilisé pour défendre une thèse qui est que ce produit est un produit qui est valide, intéressant, pertinent, qui a sa place sur le marché. En fait, ce document est vraiment un document en faveur, un document qui est favorable à la mise sur le marché, la consommation de viande in vitro. Et ici, on a un premier argument. En fait, le fait de dire que cette viande est identique, est tellement identique qu'on ne fait même pas la différence au microscope, et que le processus biologique de production de cette viande est identique à ce que les cellules feraient dans l'animal même, en d'autres termes, le fait de faire croître des cellules dans le corps de l'animal ou dans un environnement de croissance ne change rien à la nature des cellules et donc ne change rien à la qualité de l'aliment, c'est ça qui est sous-entendu. En fait, c'est un argument qui vise à rassurer les consommateurs sur la qualité de la nourriture produite. Donc, on a argument des documents, on a un premier argument qui est l'argument de qualité de la viande in vitro. Les cellules obtenues sont identiques aux cellules de viande traditionnelle. Voilà. Donc ça, c'est un premier argument. En gros, ils savent très bien que le premier réflexe des gens, quand ils entendent parler de ça, ça va dire oui, mais ça va pas être la même chose que de la viande normale. Et donc, la première chose qu'ils font, c'est rassurer le consommateur qui aurait ce réflexe de questionner la qualité de cette viande et de dire si, c'est tellement la même chose que de la viande normale qu'on fait même pas la différence au microscope. Ok. Les cellules musculaires prélevées sur l'animal, après s'être multipliées dans la solution naturelle, sont ensuite placées dans un gel constitué à 99% d'eau à 99%, qui va provoquer une contraction naturelle des cellules et va leur permettre de prendre de la masse. In fine, donc finalement, un échantillon de bœuf permet de produire 800 millions de faisceaux musculaires, soit la quantité nécessaire pour la production de 80 000 Big Mac, explique Mozami. Alors ici, c'est un deuxième argument. Ceci, c'est en fait un deuxième argument. On a l'impression que c'est juste des chiffres, mais en fait, ces chiffres ne sont pas anodins. Déjà, notez l'unité de mesure tout à fait particulière. Je ne sais pas qui mesure qui mesure les quantités de nourriture, qui utilise le Big Mac comme une unité de mesure. C'est assez bizarre. Mais je pense que c'est pour utiliser une notion, un ordre de grandeur qui parle aux consommateurs, donc qui prennent un petit peu les consommateurs pour des addicts au fast-food, je pense, dans ce communiqué. Et donc le fait de dire un seul échantillon permet de produire 80 000 Big Mac,
on est sur un deuxième argument qui n'est pas un argument de quantité, qui est un argument en fait de, qui n'est pas un argument de qualité, qui est un argument de quantité. On peut produire des quantités énormes de viande avec très peu de cellules à la base. Ok, c'est donc l'idée, c'est que c'est une technologie qui permet, selon eux, selon les chiffres qu'ils donnent, de transformer une quantité infime de viande en énorme quantité de viande. Okay. La start-up néerlandaise rappelle que ce processus de viande in vitro ne comprend aucune modification génétique. Les cellules ne font que ce qu'elles feraient dans l'animal de manière naturelle. Ouais. Donc ça, c'est, on rejoint ce qu'on disait ici, le processus biologique est identique à celui de la production d'élevage traditionnel. On continue à rassurer le consommateur, c'est le même argument que celui qu'on a noté ici, la qualité. Il y a un deuxième argument qui est sous-entendu, c'est l'argument santé. Si jamais il n'y a aucune modification génétique, en fait ça fait c'est un peu une réponse indirecte à la suspicion qu'on a quand on entend OGM fait en laboratoire, etc. Ici ils disent en fait non, il n'y a pas de modification génétique, donc et donc sous-entendu c'est qu'il n'y a pas de risque pour la santé en fait. Puisque souvent on associe la notion de nourriture génétiquement modifiée avec la notion de mauvais pour la santé, même si en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Mozamite avait créé le premier burger artificiel en 2013 grâce à cette technique. Le processus pour produire un steak de 150 grammes avait alors coûté 290 000 $. Et il était financé par Serge Brin, cofondateur de Google. Alors ça, c'est une information avec laquelle on va pas savoir faire grand-chose, parce qu'en fait c'est évident que ce prix-là, c'est un prix de prototype et d'essai. Et en fait, ils expliquent immédiatement ici que une fois que la technologie est mise en place, en fait, le prix chute considérablement, évidemment. Depuis, Mozamite a su revoir ses coûts de production à la baisse, et la société espère bien pouvoir proposer un burger artificiel pour 11 $ à l'horizon 2021. En se basant sur le rapport... Ouais, donc ici... Bon, il présente cette information-là, c'est une forme d'argument, c'est-à-dire qu'il y a un argument qu'on va retrouver dans le deuxième document, par ailleurs, ça je vous l'annonce, un argument démocratique, qui est que la viande produite est relativement accessible économiquement. On pourrait dire un argument financier plutôt. Économique. Ok. En se basant sur le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Bell et Mozamite expliquent que la demande mondiale de viande aura bondi de plus de 70% en 2050. Cette croissance ne pourra plus être couverte de manière durable seulement avec les méthodes de production actuelles, indique Bell, en ajoutant qu'il faut offrir une alternative éthique aux consommateurs. Alors ici, c'est fantastique, on a deux arguments différents. On a d'abord le fait que Bell et Mozamite, donc les sociétés qui font de cette technologie leur business de production, se basent sur un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc quelque chose qui à la base n'est pas un partenaire commercial, quelque chose d'extérieur énormément d'objectifs, pour délivrer l'information que en fait cette technologie permettrait de rencontrer, de satisfaire le besoin croissant de l'humanité pour de la viande, et que en d'autres termes, l'humanité du futur aura besoin de technologies telles que celle-ci, parce que la population grandissant, on ne pourra plus nourrir tout le monde si on n'a pas des méthodes de production rentables comme celle-là. Ça, c'est un argument qu'on va appeler un argument démographique. La population mondiale augmente, il faut des technologies productives pour nourrir tout le monde. Ok. Et alors ici, on a, en ajoutant qu'il faut offrir une alternative éthique aux consommateurs, éthique, appel de bas de page, induit par des principes moraux. En fait, ici, c'est très implicite, mais ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux gens qui sont végétariens, véganes, ou bien qui aimeraient bien l'être, parce qu'ils sont opposés à la souffrance animale, à la maltraitance, à l'exploitation animale.
Et quand on y réfléchit, c'est assez logique, puisque une viande qui peut être produite juste en faisant un prélèvement sur un animal, en fait, est une viande qui peut être produite sans tuer d'animal. Et donc, les gens qui ont arrêté de manger de la viande parce qu'ils ne voulaient pas contribuer à l'abattage, à une industrie qui est effectivement une industrie où on tue des millions d'animaux. Si jamais on met sur le marché une viande qui peut être produite sans cet abattage, et même potentiellement sans la maltraitance qui est associée à cet abattage et à l'élevage, peut-être que ces gens-là reconsidéreraient leur choix et que ça offrirait une alternative éthique, une viande sans souffrance, une viande sans abattage. Et donc ça, c'est un argument, on va garder le mot éthique parce que c'est le mot, argument éthique. C'est une viande qui n'implique pas de souffrance animale ou d'abattage. Ok. Selon un chercheur européen cité par le Washington Post, ce type de production offre un avantage considérable en matière environnementale. Si toute la, voilà, vous avez encore un argument qui se dégage, si toute la viande produite au niveau mondial était cultivée de façon in vitro, les émissions de gaz à effet de serre pourraient être réduites de 80% et l'utilisation d'eau de 90%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est plus rentable. C'est-à-dire qu'on peut produire plus avec moins. Et donc, comme l'élevage, en fait, l'élevage, c'est une industrie qui pollue énormément, qui consomme énormément de ressources parce que les animaux, il faut qu'ils grandissent, il faut les loger de cette façon, les stocker dans des hangars qui sont potentiellement chauffés, il faut les nourrir avec des quantités colossales de céréales, et en fait, l'élevage, c'est une industrie qui contribue considérablement à la consommation de ressources, à l'émission de gaz à effet de serre, donc au dérèglement climatique, etc., etc. Et donc il y a un argument ici qui est un argument environnemental, qui est de dire, si on produisait toute la viande du monde comme ça, on aurait moins de problèmes en matière d'écologie et d'environnement. Okay. Donc, argument environnemental, c'est une technologie, c'est une méthode de production, on pourrait dire, qui a un impact moindre sur l'environnement, gaz à effet de serre, et qui consomme moins de ressources, notamment l'eau. Ok. Et on termine, le marché de la viande in vitro attire de nombreux investisseurs. Bill Gates, Richard Branson et d'autres ont investi 17 millions de dollars dans la compagnie américaine Memphis Meat, qui produit notamment des boulettes de viande. Ici, pas d'argument, on signale simplement que voilà, des investisseurs riches sont intéressés par cette perspective d'investissement. C'est les horizons que propose cette technologie, mais ça ne constitue pas un argument en soi. Alors, on rentre ici. Donc ça c'est l'argument, le document qui est censé vous introduire à la notion de viande in vitro et qui présente déjà de nombreux arguments. Ces arguments, en fait, la raison pour laquelle on les liste, c'est parce que vous pouvez, lors de votre réponse, lors de votre argumentation en réaction, au document 2, vous pouvez vous servir de ces informations-là pour construire vos propres arguments, soit en vous appuyant, vous inspirant de ce qui est dit ici pour aller dans le même sens, soit en rebondissant, en contredisant les arguments présentés par le document 1 pour formuler des opinions contraires, ce qu'on appelle de la réfutation. Ok. Document 2 donc. Document 2, c'est un dialogue entre une personne qui s'appelle Elisabeth de Fontenay et une personne qui s'appelle Alain Finkielkraut. Ce sont donc deux philosophes. C'est un dialogue dans lequel il est à un moment question de viande in vitro et Elisabeth de Fontenay pose une question en fait à Alain Finkielkraut qui est la question qui est reprise en problématique de ce CESS. Si l'on pouvait obtenir des côtelettes, des steaks, des filets mignons issus de la viande in vitro, est-ce que vous en mangeriez ? On va la lire. On peut, dit Elisabeth de Fontenay, sans être systématiquement technophobe, s'indigner de l'abattage et de l'élevage industriel. Donc cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Elle veut dire que il est normal, ou en tout cas il est acceptable, il est courant dans la société, de trouver l'abattage et l'élevage industriel, donc la façon dont on produit de la viande de façon normale, hein, à l'heure actuelle, la façon dominante de produire de la viande à l'heure actuelle, on peut trouver ça choquant, on peut trouver ça inadmissible, sans pour autant être technophobe, c'est-à-dire sans pour autant être quelqu'un qui est opposé à toute forme de progrès, de technologie, d'industrialisation, etc. Donc en gros, il est normal, d'une certaine façon, de s'indigner de l'abattage et de l'élevage industriel. Pourquoi? Pour des raisons éthiques, hein, c'est ce qu'on a dit ici, pour des raisons éthiques à cause de la souffrance animale que ça engendre. Alain Finkielkraut répond: le philosophe anglais Roger Scruton dit que si l'on élève les animaux avec prévenance, avec sollicitude, avec care, puisque le mot est à la mode, si l'on fait encore de l'élevage une relation, alors la viande ne deviendra pas simplement plus chère, mais le fait de manger de la viande devra relever de nouveau du cérémonial. C'est-à-dire que l'on choisit une victime pour un office important auquel une sorte d'honneur est attaché. Ok, donc là, Alain Finkielkraut, il réagit à l'idée que la façon dont on produit de la viande actuellement est inadmissible pour beaucoup de gens, ce qui est effectivement une idée assez répandue, et il dit que pour lui, la solution, en empruntant les idées d'un autre philosophe, la solution à apporter à ce problème, c'est de faire de la consommation de viande quelque chose de plus rare et d'exceptionnel, en fait. Il préconise d'une certaine façon deux changements. Un changement dans la façon de le produire, c'est-à-dire il dit qu'il faut être prévenant, avoir de la sollicitude, c'est-à-dire de l'affection, de la bienveillance, et du care, c'est-à-dire il faut s'occuper du soin. Pour les animaux, il faut les élever dans le respect d'une certaine façon. Alors ça, évidemment, ça augmente le prix de la viande, mais ça fait aussi que la viande devient, pour le consommateur, un aliment exceptionnel, et donc un aliment auquel on accorde une importance presque religieuse. Cérémonial, ça renvoie au monde de la religion, au vocabulaire de la religion, et que donc lui, il est opposé au fait que dans la société actuelle, il dit qu'une solution, ce serait d'arrêter, comme dans la société actuelle, de manger de la viande comme si c'était un aliment comme les autres, et qu'il faudrait faire de la consommation de viande quelque chose d'exceptionnel, et que ça permettrait de résoudre le problème de l'abattage et l'élevage qui se font dans des conditions inadmissibles. Voilà. Elisabeth de Fontenay répond à cette idée-là, et elle dit: si on en revient, ou si l'on en vient à un élevage artisanal, donc où l'animal serait respecté, où on les entasserait pas, les animaux, par dizaines de milliers dans des hangars, etc. Donc l'idée développée par Finkielkraut, si on en revient à un élevage artisanal, cela permettra de produire une viande bio donc biologique, une viande a priori plus saine, produite dans des meilleures conditions, mais qui coûtera cher, alors qu'un des grands acquis sociaux réside peut-être dans le fait que le plus grand nombre de gens aient les moyens de manger quotidiennement de la viande. Car dans le passé, peu d'hommes et de femmes jouissaient de ce droit. Cette inégalité entre les riches et les pauvres reste une question fondamentale. Donc elle dit, ok, on pourrait effectivement revenir ou venir, parce qu'en fait elle dit qu'elle n'est pas sûre que dans le passé on faisait on élevait les animaux avec prévenance, sollicitude, care. Donc elle dit, si jamais on adapte les méthodes de production de viande pour faire de la production de viande quelque chose d'important, de symbolique, qu'on traitait bien les animaux, etc., ok, ça résoudrait le problème de la maltraitance des animaux, mais par contre ça ferait de la viande quelque chose d'extrêmement cher. Pourquoi? Parce qu'on en produirait moins, donc la viande serait plus rare, et donc elle serait plus chère. Or, elle dit, le problème c'est que si la viande est chère, on va revenir à une situation qui était une situation qui existait dans le passé, qui était que, en gros, la viande était un aliment de riches, et que les pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens, les classes inférieures, ne pourront plus manger de viande, ne pourront plus se la payer. Et elle dit, or, un des grands acquis sociaux réside peut-être dans le fait que le plus grand nombre ait les moyens de manger quotidiennement de la viande. Donc elle dit, en gros, le droit de manger de la viande régulièrement, quotidiennement, c'est un acquis social, c'est-à-dire quelque chose qui a été gagné par la lutte, par les couches pauvres de la population, et si on revient en arrière, on perd un progrès, d'une certaine façon, on fait marche arrière sur ce progrès-là.
Et bon, ça lui semble pas acceptable, hein, de revenir à une société où la viande est un privilège de riches. Et donc elle dit, il faudrait essayer de réfléchir à la manière dont les animaux élevés dans ces élevages artisanaux pourraient fournir une viande dont le prix reste accessible. Donc elle dit, ok, on peut faire des élevages artisanaux respectueux, où on n'entasse pas les bêtes les uns sur les autres, où on n'est pas dans la souffrance animale, mais il faudrait quand même réfléchir à une façon aussi de produire une viande bon marché. Une viande qui permettrait quand même à l'essentiel de la population de continuer à en manger. Et j'aborderai à cette occasion la thématique de ce qu'on appelle la viande in vitro, aussi appelée viande synthétique, qui est un produit carné donc de la viande, hein, réalisé par des techniques d'ingénierie tissulaire donc de fabrication de tissus à partir de cellules souches. C'est indiscutablement quelque chose de purement industriel qui exige de gros investissements et rapportera d'énormes bénéfices. Alors, je vous pose la question, si l'on pouvait obtenir des côtelettes, des steaks, des filets mignons issus de la viande in vitro, est-ce que vous en mangeriez? Alors il est très clair, hein, donc elle pose la question, il est très clair que dans la façon dont elle aborde ce sujet, Elisabeth de Fontenay, elle est extrêmement favorable à la viande in vitro, puisqu'en fait elle nous donne déjà plusieurs arguments. Le premier argument, c'est ce pourquoi elle parle de ça. En fait, elle dit, la viande in vitro, c'est un argument démocratique, égalitaire, c'est une façon de produire de la viande qui permettrait à toutes les couches de la population, on va dire aux gens les plus pauvres, d'en consommer. Tarif, bon, en gros, ça permettrait de maintenir un prix accessible à tous. Et elle donne un deuxième argument, même si c'est un argument qui est moins intéressant. Elle dit c'est indiscutablement quelque chose de purement industriel qui exige de gros investissements et rapportera d'énormes bénéfices. Bon, on peut considérer que le fait qu'elle dise que c'est un domaine porteur, on pourrait dire l'argument de la rentabilité. Donc ce serait une technologie susceptible de rapporter de l'argent aux investisseurs. Bon. Ça, c'est un peu un argument, c'est pas un argument qui est très intéressant à développer, mais elle le présente, voilà, autant le relever. Alors je vous poserai la question, donc elle adresse une question à Alain Finkielkraut, est-ce que lui serait disposé en fait à consommer cette viande? Alain Finkielkraut répond, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, et Elisabeth de Fontenay de renchérir, moi j'y ai réfléchi, et je réponds oui. Donc, elle assume à 100% le fait que elle, la viande in vitro, ça lui semble être une excellente idée, et elle va même lancer une petite flèche sur ceux qui seraient défavorables à la consommation de viande in vitro. Elle dit, on peut se demander si la réaction de répulsion qui saisit beaucoup de carnivores quand on leur parle d'ingérer de la viande in vitro, donc elle dit, on peut se poser la question, si jamais les gens qui sont dégoûtés à l'idée de manger de la viande in vitro, de remarquer qu'elle parle de carnivores pour parler des gens qui mangent de la viande, bon, normalement, bon bref, c'est pas tout à fait le terme le plus neutre, hein. Quand on leur parle d'ingérer de la viande in vitro, n'indique pas qu'ils ont besoin du meurtre de l'animal pour consommer de la nourriture carnée. Donc elle dit, en gros, les gens qui ne veulent pas manger de la viande in vitro, les gens qui sont dégoûtés à l'idée de manger de la viande in vitro, en fait, c'est des gens qui, si jamais il n'y a pas d'animal qui meurt, ça ne les intéresse pas. Ils ont besoin du meurtre de l'animal pour consommer de la nourriture carnée. Ce qui serait un fantasme sacrificiel inconscient. Donc les gens qui mangent de la viande et qui ne voudraient pas de viande in vitro seraient des gens qui auraient un fantasme de sacrifice, qui auraient besoin qu'on sacrifie des animaux pour eux, puisque en même temps, s'ils se représentent trop clairement qu'il y a eu un animal vivant derrière chaque morceau de viande, mâcher et avaler devient plus difficile. Donc elle dit que par ailleurs il y a une hypocrisie, parce que les gens semblent, d'après elle, avoir besoin qu'un animal soit mort pour eux, et en même temps ils n'ont pas trop envie de réfléchir au fait qu'un animal est mort pour eux, parce qu'elle dit donc si jamais quand on mange de la viande on se représente le fait que c'est des morceaux d'animaux et qu'il y a un animal qui a été tué dans un abattoir, etc., on commence à
à ne plus avoir d'appétit. Ce qui, pour le coup, est assez vrai, je trouve. Mais ils ont involontairement besoin qu'il y ait meurtre, sacrifice ou industriel. Alors ici, c'est un drôle d'argument. On pourrait dire, c'est l'argument de la perversion des consommateurs de viande. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas manger de la viande in vitro sont des consommateurs qui ressentent un besoin de meurtre animal. C'est ça qu'elle dit. Hein. C'est une attaque assez audacieuse, on va dire. Hein. Moi, personnellement, ça me semble un argument contestable, mais je pense qu'il y a d'autres raisons que ça d'être défavorable au fait de consommer de la viande in vitro. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle conclut son argumentaire. Ok. Donc ici, on a lu les deux documents, c'était relativement court. On a listé donc les différents arguments présentés par ces documents, à savoir le fait que ça n'est pas différent de la viande ordinaire, hein, donc il y a un argument de qualité. Cet argument, il se développe en argument de santé, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de différence avec la viande ordinaire, forcément, ça ne peut pas être pire pour la santé que la viande ordinaire. Un argument de quantité, on peut produire énormément de viande avec très peu, donc c'est un argument qui fait que c'est un argument qui dit que c'est une technique de production efficace. Un argument économique financier qui fait que, qui en fait est un peu le même que l'argument démocratique ici, qui dit que ça permet d'avoir une viande qui est relativement bon marché. Un argument donc quantité, un argument démographique qui dit qu'en fait dans l'avenir, dans le futur, la population mondiale va augmenter et donc on va avoir besoin de, c'est aussi lié à l'argument de quantité, on va avoir besoin de technologies qui permettent de produire beaucoup. Un argument éthique qui dit que c'est une viande qui ne provoque pas de souffrance animale. Argument environnemental qui dit que c'est une façon de produire de la viande qui est moins endommageante pour l'environnement. Un argument donc démocratique égalitaire qui dit que ce serait une bonne façon de produire de la viande qui soit accessible à tous, surtout si jamais on arrête de faire de la viande industrielle et qu'on se tourne vers une viande artisanale qui, elle, ne sera pas accessible à tous, et donc serait injuste, là où la viande in vitro serait juste parce qu'elle maintiendrait une égalité entre les hommes. Et alors, donc un argument de rentabilité qui dit que ça permettrait de se faire des bénéfices conséquents, et un argument sur l'idée que ceux qui seraient opposés à la viande vitro seraient des sadiques, en fait. Hein. On pourrait dire sadisme plutôt que perversion. Les gens qui ne veulent pas manger de la viande in vitro sont des consommateurs qui ressentent un besoin de meurtre animal. Ok. Donc maintenant, la prochaine étape, on a lu les documents, on a compris la thèse et les arguments utilisés par les documents. Les documents sont sont complètement favorables à cette méthode de production et on a tous ces arguments-là. La prochaine étape, c'est de planifier notre courrier des lecteurs. Pour ça, il faut choisir une thèse, donc l'opinion qu'on va défendre, choisir nos arguments. Alors la thèse que moi je préférerais employer ici à titre d'exemple parce que je trouve que c'est plus intéressant, c'est une thèse opposée à l'opinion, une thèse opposée à l'opinion défendue dans les documents, parce que je trouve ça plus intéressant de critiquer et d'avoir une opinion contraire que d'être d'accord, même si on pourrait tout à fait aussi. Hein. Donc on va plutôt être opposé à la viande in vitro, ou en tout cas on va être sceptique. Choisir nos arguments. Alors, le premier domaine, si on veut, dont je parlerai, ce serait l'aspect éthique. Le deuxième domaine dont je parlerai, ce serait, je pense, l'aspect démocratique. Pardon. Et le troisième, ce serait l'aspect
on parlera, je pense, de l'aspect de santé. Je pense qu'avec ça, on a... Donc, démocratique, c'est aussi financier. Hein. Donc voilà, je pense qu'avec ça, on a l'occasion de parler de choses intéressantes et on est sûr que nos trois arguments seront très différents, ce qui est, je vous le rappelle, un critère très important. Il faut vraiment que vos arguments soient différents parce que sinon, on va considérer que vous n'en avez pas, trois. En fait, hein, si vous avez deux arguments qui parlent de la même chose, on va considérer que vous avez juste un argument et un autre qui est une répétition du même et qu'on ne comptera pas. Alors, puisqu'on a planifié notre courrier des lecteurs, choisi une thème, etc. Ici, bon, moi je sais ce que j'ai, enfin je sais ce que je vais écrire, donc voilà. Mais vous, quand vous le préparez, essayez de bien réfléchir, passer du temps à dire qu'est-ce que vous allez pouvoir développer comme argument, etc. Ici, je l'ai fait assez rapidement parce qu'en fait, bah, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, donc j'ai des idées assez claires de ce que je peux dire dessus. La prochaine étape, bah, c'est de rédiger un courrier des lecteurs. Alors, on se rappelle qu'on a intro, introduction, développement, conclusion. On va commencer par cette introduction. Je vous rappelle que l'introduction, il faut aborder 4 points dedans. Il faut d'abord donner les références de l'article auquel on répond. Il faut présenter le thème, et je vous rappelle qu'il faut présenter le thème pour un public qui n'a pas pris connaissance des documents auxquels on réagit. Donc il faut expliquer aussi un peu ce thème, particulièrement pour un thème obscur comme la viande in vitro. Alors il faut aussi contextualiser le thème, ce qui revient un peu à la même chose que l'expliquer, hein. Et il faut surtout donner sa thèse, annoncer, expliciter la thèse que l'on défendra. Ok. C'est parti. Donc le document, il s'appelle comment? Il s'appelle Culture humaine et cause animale, et c'est les auteurs, en fait, c'est Elisabeth de Fontenay et Alain Finkielkraut. Donc, on va commencer sur l'autre page, comme ça la différence entre les deux est bien claire. On va dire bonjour, puisque c'est un courrier des lecteurs, on peut commencer par bonjour, il n'y a pas de souci, c'est même mieux, ça montre, ça crée une forme de courrier. Hein. Bonjour, je vous écris pour réagir. Vous voyez vraiment, on met cette forme de courrier. Je vous écris pour réagir à l'article Culture humaine et cause animale paru dans votre journal. On va mettre Culture humaine et cause animale par Elisabeth de Fontenay et Alain Finkiel, je crois. On vérifiera. C'est ça. Finkielkraut, paru dans votre journal. Ici, on a le premier critère, on a les références, on dit à quoi est-ce qu'on réagit. On n'a pas le nom du journal, on n'a pas la date, etc. Si on l'a, alors on le précise. Hein. Et si on l'a pas. Donc, on a les références, présenter le thème. Cet article traitait la thématique de la viande in vitro. On va mettre des guillemets, de la viande in vitro, une méthode de production de viande, à base de cellules développées dans un environnement industriel, on va dire. Dans un environnement industriel, est-ce que c'est la meilleure manière d'expliquer ça? Une méthode de production de viande à base de cellules animales développées dans un environnement de laboratoire. Je pense que c'est peut-être plus clair ou plus juste. Il s'agit d'une technologie qui attire l'attention des investisseurs potentiels car certains y voient quelque chose de prometteur, car certains y voient
quelque chose de prometteur, car certains y voient quelque chose de, on pourra revenir dessus plus tard, de prometteur. Personnellement, donc là ici on a fait quoi? On a expliqué présenté le thème et on l'a contextualisé. La dernière chose à faire pour l'introduction, c'est expliciter la thèse que l'on défendra. Personnellement, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de cette méthode de production et je vous expliquerai dans cette lettre mes raisons. Voilà, donc on a vraiment ici, on va... je vous écris pour réagir à... ça c'est ça. Cet article, traité de la viande in vitro, une méthode de production, on explique, c'est ces deux points-là, expliquer c'est quoi le thème. Et personnellement, je suis plutôt sceptique vis-à-vis de cette méthode de production et je vous expliquerai dans cette lettre mes raisons, c'est expliciter la thèse que l'on défendra. Ce qui veut dire que on peut partir sur les développements. Alors développement, plusieurs choses dont il faut se rappeler. Déjà, la méthode des 3 X. Méthode des 3 X. Exposer, expliquer, exemplifier. Ça, c'est une méthode en fait qui permet d'avoir une bonne structure d'argument, de partir d'informations générales et d'aller vers des informations de plus en plus précises. C'est une méthode que je vous encourage à suivre. Par ailleurs, on se rappelle que le développement, les arguments, hein, on va mettre argument, développement, 3 arguments. Il faut évidemment donc des paragraphes. Hein. Il faut des connecteurs. Il faut que les arguments soient... Ah oui, évidemment. Il faut que les arguments soient pertinents vis-à-vis de la problématique et aussi qu'ils soient distincts les uns des autres. Ok. Donc j'ai dit notre premier argument ce sera un argument un argument éthique. Ok. Alors pour ça, ce qu'on va faire, puisque ici on est dans une stratégie de réfutation, c'est-à-dire qu'on va reprendre les arguments qui sont présentés par Elisabeth de Fontenay, les arguments qui sont présentés par Mozamit, les arguments qui sont présentés par les documents, et on va montrer en quoi ces arguments ne nous semblent pas convaincants, ou nous semblent douteux, et pourquoi notre pensée nous semble plus juste. Okay. Donc, tout d'abord, vous présentez la viande in vitro comme comme un produit susceptible, comme un produit aux vertus éthiques, en la comparant à la viande industrielle, qui, comme chacun sait, est produite dans des circonstances inadmissibles, qui est produite dans des circonstances inadmissibles. Point. Et vous accusez les détracteurs de la viande in vitro d'être des consommateurs assoiffés de meurtre animal. Ça c'est, on récupère cet argument, c'est-à-dire le sadisme des consommateurs de viande. Alors, je ne pense pas que la viande in vitro soit susceptible de réconcilier les individus ne consommant plus de viande avec une alimentation carnée, avec ce type de produit, avec une
alimentation carnée. Ouais, c'est un peu répétitif. Ne soit susceptible de réconcilier les individus de consommation avec les produits carnés. Ok, pourquoi donc je ne pense pas que les gens qui ne mangent pas de viande vont être particulièrement intéressés par le fait de consommer de la viande in vitro. D'une part, on va parler tout d'abord parce qu'on a déjà mis tout d'abord. D'une part, virgule, les raisons qui motivent les choix des végétariens et végétaliens, ou véganes, on pourrait dire, c'est des véganes. Tu pas content, ouais, ça c'est avec un accent. Choix des végétariens et des véganes sont multiples et ne se basent pas toujours sur l'opposition à l'abattage industriel. Beaucoup de végétariens sont simplement opposés à la domination de l'homme, des animaux par l'homme, qu'implique l'alimentation carnée, et la viande in vitro ne changera rien à cela. Donc l'idée ici c'est que beaucoup de gens sont végétariens parce qu'ils sont opposés, ou même véganes parce qu'ils sont opposés au fait que l'homme exploite des espèces animales. Alors certes, la viande in vitro permet de ne plus tuer les animaux pour les manger, mais elle fait qu'on continue à élever des animaux dans un but d'alimentation et que donc l'animal continue à être esclave d'une certaine façon de l'homme. D'une part. D'autre part, la viande in vitro, non contente de ne pas résoudre les problèmes éthiques liés à la consommation de viande, en crée de nouveaux. En effet, l'usage... En effet, ici, en gros, j'aimerais bien parler du fait que la viande in vitro, ça ressemble quand même pas mal à du clonage. C'est-à-dire que le fait de boycotter le développement cellulaire normal de la viande chez les animaux pour en fait fabriquer en laboratoire quelque chose qui est censé se développer dans un corps animal, c'est particulier. C'est particulier, et donc pour beaucoup de gens, ça peut être... en tout cas, ça soulève des questions d'ordre éthique, et donc c'est pas garanti, en fait. Il faudrait, comme c'est le cas pour le clonage, il faudrait un comité éthique, un comité de philosophes, qui statue sur est-ce qu'on peut utiliser ça ou pas, est-ce que ça pose des problèmes éthiques, justement. Donc ici... créer des nouveaux problèmes. En effet, de la même façon que le clonage constitue une technologie controversée et dont l'utilisation à des fins alimentaires ne fait pas l'unanimité, je pense que la viande in vitro serait une façon de produire. Je pense que la viande in vitro soulève de lourdes questions éthiques sur le rapport de l'homme à la nature et nécessiterait
que des comités éthiques se penchent sur la question de son utilisation. Ok. Alors ici, cet argument, il fait combien? Oh là là, on est à 207 mots. C'est beaucoup. On va déborder un peu. Donc, il vaut mieux, d'abord, il vaut mieux trop que trop peu. Et puis, donc, ici, j'essaie aussi de développer un maximum en soi. Ouais, il faudrait. On va viser les 500 mots. Hein, on va viser les 500 mots puisque c'est la nouvelle consigne. Il est probable que je dépasse un petit peu, mais bon, comme ça aussi, vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut développer des arguments à fond. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça de votre côté. Donc, vous voyez ici, donc on a commencé exposer, expliquer, exemplifier. Hein. On a commencé ici par dire, ok, c'est un argument éthique. Présenter la viande in vitro comme un produit éthique, donc on va parler d'éthique. Et puis on explique notre argument, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce que nous on pense, etc. Et à la fin, ici, alors j'exemplifie, mais surtout, une des façons d'exemplifier un argument, de tracer une connexion avec un exemple concret, en fait, c'est de faire une comparaison avec un phénomène similaire. Et donc ici, mon exemplification, ma comparaison, c'est le fait de comparer ça avec le clonage, de la même façon que le clonage constitue une technologie controversée dont l'utilisation à des fins alimentaires ne fait pas l'unanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même façon que le clonage, on sait le faire, mais il y a plein de gens qui trouvent que ça n'a pas sa place dans la production de viande. Je pense que la viande in vitro soulève de lourdes questions éthiques sur le rapport de l'homme à la nature et nécessiterait que des comités éthiques se penchent sur la question. Donc en gros, pour moi, ce que j'explique là en tout cas, c'est que la viande in vitro, comme le clonage, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et donc c'est pas du tout quelque chose où on peut se dire ouais super on est capable de faire ça, allez go la production de viande. Il faut vraiment réfléchir à la question et se dire ok, est-ce qu'on a envie d'être une société où on fabrique de la viande artificiellement sans passer par le corps d'animal? Pour moi, ça nécessite que des gens y réfléchissent et se disent est-ce que c'est éthiquement acceptable ou pas. Ce qui, du coup, contredit d'une certaine façon le fait qu'ils disent ouais, c'est super, la viande in vitro, c'est une alternative éthique. Pour moi, c'est pas du tout garanti justement que ça constitue une alternative éthique. Ça serait peut-être même, selon certains points de vue, pire que ce qu'on fait actuellement, ce qu'on fait actuellement qui est déjà pas jojo. Hein. Ok. Et donc on a un deuxième argument à faire, et ici je pense que ce serait intéressant de parler de comment est-ce qu'on peut lier un argument avec un argument suivant. Parce qu'évidemment donc on a les connecteurs logiques qui font ça, mais on a vu que dans la grille d'évaluation il y a un critère qui dit qu'il faut réfléchir à la façon dont on organise nos arguments, l'ordre dans lequel on les met, et la façon dont nos arguments se répondent et se suivent. Une technique pour faire ça, c'est de récupérer ce dont on parle, ce qu'on dit à la fin d'un argument, et de renchérir là-dessus à l'argument, au début de l'argument suivant. Par exemple, ici on dit, ok, de la même façon que le clonage constitue une technologie controversée et dont l'utilisation des fins alimentaires ne fait pas l'unanimité, je pense que la viande in vitro soulève des lourdes questions éthiques sur le rapport de l'homme à la nature et nécessiterait que des comités éthiques se posent sur la question. On pourrait dire par exemple une autre question grave soulevée par la viande in vitro, virgule, non pas virgule. Et ici, voilà, on prend vraiment la question de, ok, la viande in vitro, ça soulève des questions, et une autre question, et voilà, ça crée directement un lien entre la fin de cet argument-ci et le début de l'argument suivant, qui sera un argument démocratique financier. C'est quoi cette question? Est celle de la création, est celle... Une autre question grave est celle de l'inégalité des citoyens devant l'alimentation. En effet, vous suggérez le modèle de société que vous suggérez est celui d'une société où les riches mangeront de la viande biologique, de la viande naturelle, et où alors que devront se nourrir d'une viande artificielle, Vous l'avez dit vous-même.
l'alimentation carnée est un acquis social et je ne pense pas qu'il serait juste de non, et je pense que et je pense qu'il serait et je pense que contraindre les pauvres à un ersatz de viande. Un ersatz, c'est quoi? C'est un produit de substitution de moins bonne qualité. À un ersatz de viande, contraindre les pauvres à un ersatz de viande, bafouerait cet acquis social. Que donc, oui, effectivement, c'est une victoire historique que les pauvres aient accès à de la viande bon marché, et que du coup, si jamais à l'avenir on est forcé de constituer si jamais on est forcé d'effectivement nourrir les populations les moins aisées avec une viande in vitro, en fait ce serait une régression sociale. On pourrait dire serait une régression sociale. Nos sociétés sont déjà très inégalitaires. Ne renforçons pas les écarts qui existent entre les riches et les pauvres en inventant qui existe entre les riches notamment sur la question alimentaire où la qualité des produits varie considérablement selon le prix. Ne renforçons pas les écarts qui existent entre les riches et les pauvres. Ne renforçons pas davantage. Ouais, on va dépasser. Ok. Voilà, donc ça c'est un argument. Deuxième argument qui est plus court que le précédent, mais qui est quand même déjà très très long. Ok, donc pour le coup, lui, il a à peu près la taille d'un argument que c'est celui-ci qui est trop long. Celui-ci, il a à peu près la taille d'un argument que vous devriez avoir. Alors troisième argument, c'est celui de la santé. Ici, l'enchaînement entre ce qu'on explique ici et ce qu'on explique sur le point de la santé est assez facile à faire, puisqu'on parlait d'ersatz de viande, hein, et du fait que la question alimentaire, l'accès aux viandes, etc. D'autant qu'il n'est, selon moi, pas nécessaire de développer des technologies de production massive de viande telle que la viande in vitro, telle que la technique. Donc il n'est pas nécessaire de développer de telles technologies de... Attendez, je relis ce que j'ai mis. Ah, ici, il y a une erreur. C'est d'une part, d'autre part. Pas nécessaire de développer de telles technologies de production massive de viande. En effet, notre alimentation, nos habitudes alimentaires actuelles sont déjà accordent déjà une part trop importante à la consommation de viande, aux produits carnés, on pourrait dire. Et la mise en place de la commercialisation.
accorde déjà une place trop importante aux produits carnés et cela entraîne des épidémies d'obésité et cela contribue, on va dire, pour être modéré, à des épidémies d'obésité morbide. Dès lors, mettre en place des systèmes de production augmentant la quantité de viande disponible sur le marché me semble contre-indiqué. Il me semble, au contraire, je pense au contraire, qu'un travail sur qu'une réflexion doit avoir lieu sur la quantité de viande dont un individu a besoin et que nous avons collectivement besoin de plus de modération dans nos habitudes alimentaires. Nous avons besoin de plus de modération dans nos habitudes alimentaires. Et là, on peut donc alors ici, on va indiquer pour des raisons de santé. Comme ça, on annonce la couleur de notre argument, exposé, raison de santé. Ici, on explique, et donc on va terminer par quelque chose d'un peu plus précis, un exemple. Il serait, par exemple, plus judicieux d'orienter notre consommation vers de changer nos habitudes de consommation en faveur d'une alimentation plus végétale. Et voilà, et ça effectivement c'est un exemple qui permet de dire en fait ce serait sans doute meilleur pour la santé de beaucoup de gens si jamais, plutôt que de proposer la mise sur le marché de plein de produits carnés à faible coût, etc., si en fait on s'orientait plutôt, si on effectuer un travail sur notre façon de s'alimenter pour en fait accorder plus de place à, et que du coup si on fait ça, c'est même pas forcément la peine en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on va produire plus de viande pour tout le monde, etc. Non, en fait, est-ce qu'on a besoin de produire plus de viande pour tout le monde? Pas forcément, en fait, au vu des implications diététiques, etc. Pas forcément. Voilà, et donc ça nous fait en fait, ça nous fait trois arguments. Trois arguments, ce qui veut dire qu'il nous reste à faire une conclusion. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rappelle, conclusion, il faut rappeler la thèse, il faut rappeler les arguments, et voilà. Et après, oui, j'avais dit, on peut faire une question d'ouverture, hein, mais bon, ça, on va pas le faire, parce que c'est pas demandé par la consigne. Je sais que certains profs de français demandent ça dans les courriers de lecteurs de leurs élèves, mais c'est pas dans la consigne, donc on va pas vous donner des injonctions qui ne sont pas présentes dans l'examen externe. Du coup, c'est quoi notre thèse? Alors souvent, on peut commencer par en conclusion, hein, ça ne mange pas de pain. En conclusion, je suis sceptique quant à l'intérêt réel de la viande in vitro. Donc là je dis je suis sceptique, je ne pense pas que ce soit, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Et je dois rappeler les arguments qui font que je suis sceptique, car je ne pense pas qu'elle apporte de réelles solutions éthiques aux problèmes soulevés par l'industrie de la viande, mais aussi car, donc deuxième argument, car elle pourrait
entraîner elle pourrait engendrer, elle pourrait aggraver les inégalités des citoyens devant la nourriture, virgule, et car nos sociétés n'ont de toute façon pas besoin d'augmenter encore davantage leur accès à la viande, virgule, qui est déjà excessive. Ok. Et on peut s'arrêter là, et on va s'arrêter là parce que ouais, 595, ça va. 595, la consigne est de 500, on est un petit peu au-dessus, mais en fait si on coupait 2-3 formulations qui sont un peu longues, un peu pompeuses, ça devrait aller. Et donc voilà, là, le produit final de ce quadrilecteur, c'est ceci. Et ben, j'espère que ça vous a aidé. Il est pas parfait. Hein, je ne suis pas sûr qu'il obtiendrait un score un score si incroyable que ça. Je pense en revanche que que ça réussirait, que ça passerait sans problème la barre des 50%. Et j'espère que le fait de m'avoir vu le réaliser, d'avoir entendu un petit peu mes raisonnements, mes explications, vous aura aidé dans votre apprentissage, dans vos révisions de ce que c'est qu'un courrier des lecteurs. Alors évidemment, une quatrième étape, hein, on oublie toujours de planifier notre courrier des lecteurs. Ensuite, on a l'étape de rédaction et l'étape de relecture. Ici, je ne vais pas le faire parce que il faut que je termine cette vidéo rapidement, qui est déjà fort longue, mais il est évident que si jamais c'était effectivement un examen que je remettais, il y aurait une étape de passer toilettage de ce texte, correction de fautes d'orthographe, reformuler les phrases qui ne sont pas si claires, il y a sans doute des coquilles, etc. Donc relisez bien votre copie lorsque vous serez face à ce CESS. C'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser là-dessus et je vais surtout vous souhaiter de bonnes révisions pour cet examen qui est désormais dans 6 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Et j'espère que cet examen se passera très bien pour vous et que vous aurez l'occasion de terminer vos secondaires avec brio. Voilà. En vous remerciant pour le visionnage.